Mesdames, Messieurs, merci de regarder ce programme de La Voix de l'Amérique. Aujourd'hui, nous recevons ici dans nos studios à Washington un ancien Premier ministre. Il est aujourd'hui opposant. Il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Il s'agit du président Cellou Dalein Diallo. Monsieur Cellou Dalein Diallo, salut. Merci de venir nous rendre visite ici à La Voix de l'Amérique. Bon, c'est un privilège de pouvoir m'adresser à travers votre radio à beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs. Merci. Alors, Monsieur le Président, vous êtes aux États-Unis. Vous avez été invité pour assister à la convention du Parti démocrate. Comment est-ce que vous avez trouvé cette convention à titre personnel pour votre pays et pour l'Afrique? Quelles leçons on peut en tirer? Vous pouvez en tirer, vous? Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à prendre part à cette convention et en même temps à l'International Leader Forum organisé par le NDI. J'ai participé à des débats intéressants sur la démocratie américaine, sur les primaires, sur la communication politique, sur le rôle des réseaux sociaux. Beaucoup de thèmes intéressants ont été donc discutés dans le cadre de l'International Leader Forum. Ensuite, il y a eu la convention. J'ai approché, j'ai vu des gens, les grands responsables du Parti démocrate, le président Clinton, Madame Clinton, Madame et Monsieur Barack Obama, Monsieur Biden, bien entendu, Madame Harris elle-même, qui a fait un bon discours et elle a promis, et c'est important, qu'elle ne sera pas amie au dictateur. J'espère que ce sera le cas parce que j'ai déploré un peu la faiblesse du soutien que la communauté internationale, notamment les Occidentaux, apporte à la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Et donc, j'étais vraiment rassuré par l'engagement très fort de Mme Kamala Harris de ne pas être amie avec les régimes autoritaires. Alors, il faut dire que vous ne venez pas directement de Guinée. Vous avez quitté votre pays depuis déjà plus de 2 ans. Est-ce qu'il faut considérer que vous êtes en exil désormais? Oui, un repli peut-être stratégique en attendant de pouvoir entrer dans mon pays en raison d'un certain nombre de contraintes que vous connaissez sans doute. J'ai préféré rester à l'extérieur pour pouvoir continuer le combat. Ceux qui sont rentrés pour essayer de le mener de l'intérieur, ils ont des soucis, ils sont en prison et certains sont portés disparus. Alors, parmi les contraintes que vous évoquez, il y a une affaire qui pèse contre vous. Il s'est dit que lors de la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée, vous étiez ministre des Transports à l'époque, vous êtes soupçonné d'avoir vendu à bas prix la compagnie aérienne et de vous être enrichi par rapport à cette vente. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Est-ce que vous êtes prêt à aller affronter la justice de votre pays? Oui, si je suis dehors, ce n'est pas parce que j'ai peur de la justice. Moi, j'étais plutôt heureux. Je saluais que ce dossier soit envoyé à la justice. Même s'il est frappé déjà par la prescription, parce que c'est des opérations de privatisation qui ont été menées sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds en 2002. Et donc, il y a plus de 20 ans que cette opération a eu lieu, mais je n'ai joué aucun rôle. C'est un dossier qui est passé par le Conseil des ministres qui l'a approuvé, parce que c'était une conditionnalité d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative perpétuée à l'époque. Et le ministre des Finances est seul compétent pour justement la privatisation des entreprises publiques. Et cette opération a été menée exclusivement par le ministère des Finances après l'adoption de la décision en Conseil des ministres. Le ministre des Transports que j'étais, le ministère d'ailleurs que je dirigeais, n'a pas participé justement à la mise en œuvre de cette décision du Conseil des ministres après que le président ait pris un décret pour justement acter cette privatisation de la compagnie. C'est purement politique en raison de mon opposition ou de ce qu'on a considéré mon empressement à aller aux élections et mes critiques vis-à-vis des dérives de la transition qui m'ont valu cette convocation à la CUF. Alors, disons que vous avez combattu l'ancien président Alpha Condé, notamment sa volonté de briguer un troisième mandat. Alors, lorsque les militaires le renversent, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes soulagé ou alors vous dites en tant que démocrate, vous condamnez ce putsch? Écoutez, j'étais alors à certains égards soulagé. Mais j'étais rassuré par le discours délivré par la jeune à la prise du pouvoir. Parce que s'est engagé résolument à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice et au piétinement des droits et libertés des citoyens et au dysfonctionnement des institutions.
Elle s'est engagée résolument à organiser très rapidement des élections et à remettre le pouvoir à celui que le peuple aurait choisi. Donc, j'ai été un avocat du coup d'État. Je considérais que M. Alpha Condé, en modifiant la Constitution à quelques mois de la fin de son dernier mandat, avait fait aussi un coup d'État au regard de l'accord additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui fait partie de la charte de la CEDEAO. Et donc, je considérais que le coup d'État était un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel qui était déjà rompu pour moi. Et donc, j'ai demandé à la communauté internationale, j'ai demandé à tous mes interlocuteurs aux Nations Unies, à l'Union européenne, au niveau des États africains, d'accompagner les jeunes militaires dans leur engagement, dans la mise en œuvre de leur engagement de restituer le pouvoir aux civils en organisant des élections inclusives, libres et transparentes. À partir de quel moment vous constatez que les militaires ne vont pas tenir leur engagement? Bon, écoutez, d'abord parce que très rapidement, on a senti qu'ils voulaient rester aussi longtemps que possible. Le premier conflit est né de la durée de la transition. Nous, compte tenu de notre expérience des élections, ma coalition, moi-même et d'autres, comme le RPG, l'UFR de Sidya Touré, on a estimé qu'ils avaient besoin de 15 mois, 15 ou 16 mois. Ils ont dit qu'ils en avaient besoin de 39. On a trouvé que c'était trop. Mais par la suite, ils ont élaboré un chronogramme qu'ils ont cherché à vendre à la CEDEAO qui disait c'est 24 mois. Mais lorsque vous regardiez les actions à mener avant d'aboutir aux élections, vous saviez que c'était un marché de dupes parce qu'il était impossible de mener les 10 actions en 24 mois et d'organiser des élections. Ils ont dit qu'il faut un recensement de la population et de l'habitat, recensement général. Il fallait ce qu'ils ont appelé le RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil. Et tout cela, techniquement, est difficile à réaliser, alors qu'on avait besoin juste de réviser le fichier, ce qui demandait 5 mois. Or, le recensement général de la population ou le recensement administratif à vocation d'état civil demanderait 3 ans. Donc, à partir de là, on a compris qu'ils cherchent des prétextes pour ne pas être au rendez-vous de fin décembre 2024. Et c'est ce qui est arrivé dès janvier. Ils ont avoué qu'ils sont dans l'incapacité d'organiser les élections et on a senti effectivement qu'ils veulent rester aussi longtemps que possible et que, bon, le retour à l'ordre constitutionnel était reporté sine die, puisqu'ils disent que ce n'est ni en 2024 ni en 2025. Mais ce n'est pas fini. Et alors que la junte avait juré qu'aucun membre du CNRD, aucun membre du CNT, aucun membre du gouvernement ne participerait à ces élections. Et maintenant, ils viennent de nous sortir, après 3 ans, pratiquement, un avant-projet de constitution où ils sont autorisés à se présenter. Ils n'ont pas reconduit les dispositions de la charte qu'ils ont élaborées eux-mêmes et qui interdisaient toute candidature aux membres des responsables de la transition. Maintenant, ils veulent ouvrir ça et donc il y a là, voilà maintenant un motif, une raison de croire qu'ils veulent confisquer le pouvoir. Alors, il y a donc cet avant-projet de constitution qui est en train de se préparer. D'ailleurs, la junte sollicite les forces vives pour contribuer. Est-ce que vous voulez contribuer à ce projet? Bon, dans ma coalition, on a adressé au CNT un courrier pour exprimer notre surprise de voir que ces dispositions relatives à l'interdiction des responsables de la transition de participer aux élections volontairement omises. Là-bas, on a dit que c'était impossible. D'autant plus que le président de la transition a maintes fois répété ni moi, ni les membres du CNT, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du gouvernement ne seraient candidats à quoi que ce soit lors des élections conduisant au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, on a dit déjà que la non-reconduction de ces dispositions dans les dispositions transitoires de la Constitution était une tentative d'ouvrir la voie aux membres, au président Mamadi de briguer justement un mandat sans compter. Il y a toute une campagne, la préparation de ça, les mouvements de soutien qui se prospèrent partout dans le pays, des tournois de football à sa coupe, des cultes, un véritable culte de personnalité qui crée le doute, renforce plutôt le doute quant à la volonté de la junte d'organiser des élections libres et transparentes et de remettre le pouvoir
à celui que le peuple aura choisi. Alors, on comprend que vous vous inscrivez déjà contre la volonté du président de la transition de briguer un troisième mandat. Il n'y a pas, selon vous, de dialogue possible encore? Ou alors il faut s'inscrire définitivement dans la résistance? C'est un appel que vous lancez aux Guinéens? Non, déjà, moi, on a exprimé notre position. On a dit qu'il faut réintégrer dans la Constitution cette disposition qui interdit justement la participation aux élections des responsables de la transition. C'est déjà communication et nous avons défendu ça parce que pour nous, il faut respecter la parole. Il faut respecter les serments. Et Mamadi Doumbouya a juré sur la charte de la transition qu'il a élaborée. Et cette charte contenait naturellement ces dispositions. Il a juré de la respecter et de la faire respecter devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Et il a répété à plusieurs reprises, à l'occasion des interviews, à l'occasion des discours qu'il tenait, il a toujours dit qu'il ne serait pas, ni lui, ni les membres du CNNT, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement candidats à ces élections. Alors, il ne faut pas trahir son serment. Il ne faut pas renoncer à des engagements qui ont été pris publiquement devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. Je suis pour le respect des contrats, le respect des serments et le respect de la parole donnée. Alors, vous êtes pour le respect de la parole donnée. Est-ce que vous avez le sentiment que dans votre pays, vous êtes encore, vous les politiciens, écoutés? Je rappelle le contexte régional avec des coups d'État qu'il y a eu au Mali, au Burkina Faso, où les militaires semblent très populaires, parfois ligués contre les anciens politiciens. Est-ce que vous, vous les politiciens, est-ce que votre parole pèse toujours dans l'opinion dans la sous-région? J'ai animé un meeting avant-hier à New York. Les responsables du parti avaient loué une salle de 1000 personnes. Il est arrivé plus de 5000 personnes. On a dû faire recours à la police de l'État de New York pour venir nous aider à maintenir l'ordre. Les gens adhèrent. Les Guinéens sont nostalgiques, ont besoin d'avoir des dirigeants qui respectent le serment, qui respectent la parole et qui contribuent à instaurer une démocratie apaisée dans notre pays. Ce n'est pas le cas. Lorsque le Mamadi Doumbouya est candidat aujourd'hui, il a dit qu'il ne veut pas d'organe de gestion des élections, donc il n'y aura pas de signe. Que ce soit le ministère de l'administration et ses préfets qui organisent. Tous les préfets sont militaires. Que c'est eux qui vont organiser les élections. Si les candidats, vous voyez, le ministère de l'administration et les préfets proclamaient notre candidat, ce serait un coup porté à la démocratie et à l'espoir suscité justement par son arrivée au pouvoir. Parce que c'est tout le contraire du discours qu'il a tenu à la prise du pouvoir et des engagements réitérés qu'il a fait de veiller à ce que les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit soient respectés pendant la durée de la transition. Aujourd'hui, la presse est muselée. Et toutes les voix discordantes sont neutralisées pratiquement de l'intérieur. Toutes celles qui étaient à l'intérieur. On a assisté au retrait des licences de plusieurs radios qui étaient critiques vis-à-vis des régimes, sans autre forme de procès. Et les deux activistes de la société civile, Fonike Mangue et Bill Loba, qui s'apprêtaient à organiser une manifestation pour protester contre justement les dérives de la transition, aujourd'hui sont portés disparus. Après qu'ils aient été arrêtés par la gendarmerie et les forces spéciales, 10 jours après, la justice pond un communiqué pour dire qu'ils ne sont pas au courant de leur arrestation. Le gouvernement fait une conférence de presse pour dire qu'ils ne sont pas au courant de leur arrestation, que c'est des disparitions comme ça et que lorsqu'on est majeur, on a le droit de disparaître. Alors, pour rester sur le sujet des militaires qui prennent le pouvoir dans la sous-région, est-ce que vous comprenez cette opinion publique africaine qui semble parfois fermer les yeux, sinon adhérer à la prise du pouvoir par certains militaires, comme on le voit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, par exemple? C'est une manipulation parfois réussie de l'opinion publique. Je pense que les Africains ont besoin de démocratie. Ils ont besoin que les libertés publiques soient respectées dans nos pays. Maintenant, bien sûr, on a des régimes corrompus, on a eu des régimes qui n'étaient pas tout à fait démocratiques aussi non plus. Mais ce n'est pas les militaires qui prennent le pouvoir par les armes et qui veulent conserver le pouvoir par les armes qui feront la solution. Il faut se battre pour
que le peuple exerce son droit de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. C'est ça. Et que les peuples puissent sanctionner à l'échéance, à la fin du mandat, leurs dirigeants. Ce n'est pas par les armes qu'on peut instaurer ces libertés et instaurer cette démocratie, cet état de droit dont nos populations ont besoin. Alors, il y a des gens qui défendent qu'il y a une démocratie à l'africaine, mais c'est le changement de constitution, Non, je pense qu'il y a les principes et les règles de la démocratie universelle. C'est donner la possibilité au peuple de choisir ses dirigeants et de les sanctionner si nécessaire. Et c'est ça qu'il faut instaurer et veiller à ce que ces règles-là soient respectées. Alors, une autre junte que vous avez connue et combattue, c'était celle de Moussa Dadis Camara, qui vient de faire les frais de la justice. Il a été condamné à 20 ans de prison pour sa responsabilité dans les événements du 28 septembre 2009. Alors, comment est-ce que vous avez réagi à cette condamnation? Alors, d'abord, nous sortons de ce procès. Je n'ai pas à me prononcer sur les condamnations. Je me suis réjoui que ce procès ait pu avoir lieu 13 ans après. Parce qu'on a vu à la télé, le procès était retransmis en direct. Et les populations ont pu suivre la confrontation des présumés coupables et des victimes. Avant de poursuivre, vous donnez quand même crédit à la junte d'avoir organisé ce procès. Oui, alors, si le procès n'a pas été parfait, il y a eu beaucoup de zones d'ombre encore qui n'ont pas été vraiment levées. Ça, c'est sûr. Mais déjà que le procès ait lieu, moi, je pense que c'est un acte qu'il faut saluer. Oui, parce que si les présumés coupables sont confrontés aux victimes à la télévision tous les jours, c'était quelque chose d'important. Il n'y a pas eu de précédent dans le passé, c'est un progrès. Il y a beaucoup de zones d'ombre, le procès n'a pas été parfait. Il y a des gens qui ont été épargnés, il y a d'autres contre lesquels on a sévi, tenant compte de beaucoup de considérations. Mais ceci dit que c'est la première fois qu'on tente d'organiser un procès qui était préparé avant. Il faut rendre hommage au ministre Cheikh Sako qui avait déjà fait beaucoup d'efforts dans la préparation de ce procès. Il restait vraiment pratiquement callotine. Toutes les conditions étaient réunies avant. Mais ceci dit, la décision politique de l'ouvrir et de le conduire à son terme est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, il y a donc cette transition qui dure selon vous, mais qui forcément arrivera bientôt à terme. On se demande, quand est-ce que vous rentrez et est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? Oui, alors, vous dites bientôt, moi je ne sais pas, je n'ai pas de visibilité. Parce que je sais que ce n'est pas en 2020, la junte a dit que ce n'est pas en 2024, ce n'est pas en 2025. Je sais qu'elle veut confisquer le pouvoir, même en organisant, si nécessaire, si la pression est forte, une mascarade électorale pour se déclarer, déclarer Mamadi vainqueur. Parce que le choix semble être celui-là, mais ce n'est pas celui-là que le peuple veut. Je sais que le peuple se battra pour éviter ça, pour que le droit du peuple de choisir ses dirigeants soit respecté en Guinée. Maintenant, ils ont les armes, ils ont l'argent public, ils essaient d'intimider, de corrompre, d'acheter les consciences, de neutraliser toutes les voix discordantes en fermant les radios, en arrêtant les activités de la société civile, en poussant à l'exil les acteurs politiques qui exigent le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ceci dit, le peuple est là. Le peuple veillera au respect de ses droits. Je suis convaincu de cela. Et donc, moi, quand est-ce que je rentre en Guinée? Je rentrerai. C'est l'un des partis les mieux organisés en Afrique au sud du Sahara. Je vous dis, si je savais, je vous aurais invité nécessairement dimanche passé à New York. J'ai fait un meeting, a connu la participation de près de 5000 personnes. Et la salle n'a pu prendre que 1000, mais il fallait voir tout l'entourage sur la salle. Il y avait du monde. Et les gens ont confiance à mon parti et à ma personne. Et nous allons nous battre pour qu'il y ait des élections libres et transparentes et que le peuple choisisse ses dirigeants. Quel que soit le prix, elle ne se battra. De l'extérieur, actuellement, je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre, de communiquer, d'attirer l'attention de ma partenaire sur la situation qui prévaut là-bas. Certes, aujourd'hui, la communauté internationale semble moins exigeante qu'elle ne l'était il y a 10 ans par rapport à la promotion et la défense des valeurs de démocratie et de liberté. Vous le savez, africain, vous notez ça et vous le déplorez en tant que démocrate, je suis convaincu. Les droits humains,
la démocratie et les libertés n'est pas autant défendue qu'il y a 10 ou 15 ans par la communauté internationale. Ceci dit, c'est à nous, Africains, de nous battre pour promouvoir la démocratie, l'état de droit, la protection des droits humains. On ne peut pas compter sur l'extérieur. Et en Afrique, sinon, si on laisse qu'on compte sur l'extérieur, eh bien, celui qui a les armes prendra le pouvoir et l'exercera aussi longtemps qu'il le voudra. Parlant justement de l'extérieur, vous avez certainement observé qu'en Afrique, il y a un mouvement souverainiste, peut-être même anti-occidental, qui pousse. Et parfois, quand il y a des coups d'État et tout cela, on voit des drapeaux russes qui circulent, qui sont acclamés et tout cela. Que pensez-vous de ce mouvement souverainiste qu'il y a? Que pensez-vous de la présence russe qui progresse en Afrique et de cette volonté parfois de se libérer des partenaires comme la France, les États-Unis, qui peut-être n'ont pas réalisé les promesses que les Africains attendaient? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'après 60 ans d'indépendance, il faut attribuer nos échecs aux autres. C'est nous-mêmes, nos dirigeants. Il ne faut pas dire, bon, nous, c'est parce que c'est les autres. Depuis l'indépendance, il y a eu des gouvernements qui mènent de bonnes politiques, qui concourent au développement de ces pays. Il y en a où la démocratie a pu prospérer. Ce n'est pas dans tous les pays, mais il y en a. C'est à nous-mêmes de mener ce combat pour le développement et pour la démocratie. On ne peut pas attribuer aux Occidentaux, aux partenaires, même aux Russes, nos échecs. C'est nos gouvernements et nos peuples qui ont manqué de vision et de courage pour affronter, pour lutter valablement contre la corruption et exiger le respect des règles de bonne gestion par nos gouvernants. Et ça, il faut qu'on comprenne qu'on nous sommes souverains, laissés nous seuls. On a besoin de la coopération internationale avec tout le monde, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne. Mais c'est nous qui devions savoir où sont nos intérêts. Il ne faut pas qu'on se fasse manipuler dans les conflits, dans les guerres d'influence qui opposent les uns et les autres, qu'on se fasse manipuler comme ça. Il faut qu'on sache où sont nos intérêts et qu'on sache comment les défendre. Parce qu'actuellement, chacun défend les intérêts de son pays. Voilà. Alors, deux questions, peut-être pas trop politiques, pour terminer cet entretien. Alors, vous êtes aux États-Unis. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont venus lors de votre meeting pour vous soutenir. Il y a comme ça beaucoup d'Africains qui viennent ici pour chercher une vie meilleure. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de toutes ces personnes-là qui sont ici et de celles qui sont en Guinée et ailleurs, africains, qui rêvent de venir ici au risque parfois de traversées extrêmement difficiles, sinon même mortelles? Bon, à ceux qui sont arrivés, je leur ai dit hier, avant-hier, par exemple, au meeting, qu'il faut être d'abord courageux. Qu'on soit chez soi ou ailleurs, il faut travailler et être honnête. Je leur ai donné ce conseil-là et qu'ils soient des dignes représentants de la Guinée aux États-Unis. Il y a un état de droit. Le mérite sera reconnu s'il existe. Mais s'il n'existe pas, il ne faut pas compter sur les gens. Il faut que les gens travaillent dur pour émerger, pour prospérer. Parce que le mérite est reconnu ici. Bon, maintenant, pourquoi tout ce monde est là? L'échec des politiques de développement rural, industriel. Lorsque vous n'avez pas d'emploi, lorsqu'il n'y a pas, vous ne pouvez pas vous fixer au village pour aider vos parents. Au niveau du développement rural, il y a eu des slogans autosuffisance alimentaire, mais il n'y a pas eu de projet, programme qui vise à accroître les rendements et la productivité du travail agricole. Il y a eu beaucoup de slogans, de politiques, lettres de politique de développement agricole et ça, mais qui ne se sont pas traduites par des actions concrètes qui concourent à élever les rendements, à augmenter le travail, la productivité du travail. Dans le cadre de ces échecs, vous parlez d'échecs, est-ce que quelque part, pour la Guinée, vous ne vous sentez pas un peu responsable? Vous avez été Premier ministre, vous avez été membre du gouvernement pendant très longtemps. Oui, j'ai été Premier ministre 15 ou 16 mois. Ce n'était pas suffisant. Et je ne suis pas... En Afrique, le pouvoir appartient au président de la République. Je ne veux pas me dédouaner. J'ai dû donner des conseils et essayer d'infléchir certaines pratiques, éliminer certaines pratiques, et tout le monde le reconnaît. Et d'ailleurs, mon capital politique, je l'ai acquis lorsque j'ai été Premier ministre, lorsque je me suis affronté au fléau qui menait le peuple, la corruption, les exonérations ad hoc, les marchés de gré à gré. Je me suis fait le champion de la lutte contre ces fléaux-là. Et c'est pourquoi le peuple avait reconnu que j'avais extrêmement, j'étais perçu parfois
comme un fonctionnaire réputé compétent mais timide, mais j'ai affronté la mafia parce qu'il y en avait une en face et je dis qu'il faut que certaines pratiques cessent pour que le pays puisse reprendre le chemin du développement et de la bonne gouvernance. Malheureusement, ce n'est pas toujours le Premier ministre qui décide de tout. Et puis, je suis arrivé à un moment où la santé du président avait fortement décliné et ça a contribué à réduire les actions que j'ai voulu mener en tant que Premier ministre. Alors, pour terminer, la VOA, la Voix de l'Amérique, vient de lancer un service Pulaar, une langue que vous connaissez très bien. Un mot peut-être sur l'importance d'un tel service et peut-être des langues africaines dans un contexte global de mondialisation? Non, j'ai félicité déjà la Voix de l'Amérique pour avoir pris cette initiative de communiquer dans nos langues nationales parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nos langues officielles, français, l'anglais en Afrique. Mais ceux qui parlent leur langue maternelle sont très, très nombreux et ils sont souvent, ceux qui ne maîtrisent pas les langues officielles, sont privés de bonnes informations que la Voix de l'Amérique diffuse, que d'autres radios diffusent. Donc, c'est une initiative à saluer et à encourager. Et ça, d'abord, les gens vont avoir accès à l'information. Et ensuite, ils peuvent naturellement accéder à des informations qui leur permettraient de préserver leur santé, d'accroître le rendement de leurs activités, d'améliorer leurs conditions de vie. Au-delà des informations de nature politique ou économique que vous pouvez utiliser, vous pouvez aussi donner de bons conseils aux mères de famille, aux filles, aux mères, aux malades pour les aider à mieux se protéger et à garantir leur sécurité et leur santé. Monsieur Selou Dalein Diallo, merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique.